Il riait pendant que je faisais la vaisselle. Pas un petit rire poli, pas une blague pour détendre l'atmosphère. C'était un rire franc et sonore, comme si j'étais l'attraction du dîner de Thanksgiving. Sauf que la blague, c'était ma vie. Je restais là, devant l'évier, les mains plongées dans l'eau trouble, à frotter des assiettes qui n'étaient même pas les miennes, faisant semblant de ne rien entendre. J'étais devenue experte en la matière. Faire semblant que ça ne me dérangeait pas qu'ils empilent leurs assiettes devant moi sans un merci. Faire semblant que ça ne me blessait pas quand ma mère, Margot, aboyait des ordres comme si j'étais une bonne. Faire semblant que ma sœur, Vanessa, n'avait pas passé la dernière heure à me faire des remarques désobligeantes sur mon incapacité à vivre correctement. Mais faire semblant n'a pas empêché le pincement au cœur que j'ai ressenti quand Vanessa a crié à travers la cuisine. Elle n'est qu'une servante dans sa propre vie. Sa voix a résonné dans le salon. J'ai vu des têtes se tourner. J'ai entendu les rires. Et puis, pire encore, j'ai entendu la voix douce et approbatrice de ma mère. Son enfant ressent probablement la même chose. Un instant, tout sembla ralentir. L'assiette que je frottais m'échappa légèrement des mains. Mon cœur battait si fort contre mes côtes qu'il couvrait le cliquetis des fourchettes et les murmures de la famille qui se retrouvaient autour d'une tarte à la citrouille. J'avais l'impression d'être complètement seule dans cette maison, invisible, un fantôme à la table familiale. J'avalais ma salive avec difficulté et continuais de frotter. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Je ne pleurerais pas. Pas ici, pas devant eux. Laissez-moi vous parler des personnes présentes dans cette pièce. Ma mère, Margot, n'a jamais été du genre maternel. En grandissant, les compliments de sa part étaient rares et l'affection encore plus. Elle croyait en une discipline stricte, voire sévère. J'avais passé la majeure partie de mon enfance à essayer de gagner son approbation. Des notes excellentes, des bourses d'études, un dossier scolaire impeccable, mais ce n'était jamais assez. Ma sœur, Vanessa, avait une approche différente. Elle a cessé d'essayer. Au lieu de cela, elle a appris à rabaisser les autres avant qu'ils ne puissent la juger. Sarcastique, belle, à la langue acérée. Vanessa ne manquait jamais une occasion de me rappeler que j'étais le cas désespéré, l'erreur, la mère célibataire qui restait sur le carreau pendant que tout le monde avançait. Et puis il y avait Caleb, mon fils. Mon univers, 17 ans, plus grand que moi maintenant, avec la mâchoire carrée de son père et mes yeux. Je l'ai élevé seul après le départ de son père avant son 2e anniversaire. J'ai tout sacrifié. Mes rêves d'études, mes projets de carrière, même des choses simples comme les vacances ou les sorties. Pour être là pour lui, pour avoir un toit au-dessus de nos têtes, pour qu'il grandisse en sachant qu'il était aimé, même si nous n'étions que tous les deux. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était la nôtre, et je l'avais construite de mes propres mains. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai continué à frotter. Les rires se sont estompés dans d'autres conversations. Les gens sont passés à autre chose, oubliant déjà qu'ils venaient de se moquer de moi comme si j'étais une blague, un détail insignifiant, un exemple vivant à ne pas suivre. Mais soudain, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. J'entendis le bruit familier des bottes de Caleb sur le sol. Il était de retour. Je m'essuyai rapidement les mains avec un torchon et me retournai, forçant un sourire. J'étais prête à lui demander s'il avait passé un bon moment avec ses amis ou s'il avait faim, le faisant toujours passer en premier, comme je l'avais toujours fait. Mais Caleb ne sourit pas. Il s'avança droit vers moi, un mince dossier glissé sous le bras. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux, mes yeux, brûlaient d'une intensité féroce, d'une détermination farouche. Il s'arrêta devant moi, jeta un coup d'œil autour de la pièce aux personnes encore attablées, un verre de vin à la main et des parts de tarte à moitié mangées, et dit assez clairement pour que tout le monde l'entende. « Maman, je leur donne le document de l'avocat maintenant. » La pièce se figea. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin de la bouche. Les conversations s'évaporèrent dans un silence stupéfait. Je sentis tous les regards se tourner vers moi, non pas avec pitié, ni avec amusement, mais avec confusion et peut-être un peu de peur. Je me redressai lentement, le torchon humide pendant à ma main. J'ai regardé Caleb, le garçon devenu homme sous mes yeux, et pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Pas le sourire fatigué et poli auquel ils étaient habitués, mais un vrai sourire. J'ai hoché la tête. « Oui, Caleb », ai-je dit d'une voix assurée. « Vas-y. » Et soudain, tout a basculé. Chez ma mère, Thanksgiving n'avait jamais été une question de gratitude. C'était une question d'apparence.
La table était dressée avec des couverts impeccables et de la vaisselle d'un blanc ivoire. Des bougies vacillaient au centre, entourées de citrouilles polies et de feuilles d'automne soigneusement disposées pour donner un air décontracté. Même si Margot avait passé des heures à les préparer, tout sentait la cannelle, le beurre et une sorte de perfection forcée qui me donnait toujours l'impression d'être une étrangère. J'étais là depuis à peine 1 heure et je me retrouvais déjà coincée dans la cuisine, les manches retroussées, les poignets plongés dans l'eau grasse. Comme d'habitude, personne n'a proposé son aide. Personne n'a même hésité avant de laisser tomber ses assiettes à moitié vides dans l'évier avec fracas, comme si c'était à moi de faire la vaisselle. Ce n'était pas que je détestais aider. J'avais été élevée dans l'idée de contribuer, de donner un coup de main sans qu'on me le demande. Mais là, ce n'était pas de l'aide. C'était une servitude attendue, un fardeau invisible que je devais porter sans broncher. Autour de moi, la maison bourdonnait des bruits d'une fête. Oncle Frank racontait une énième histoire de son enfance. Tante Cheryl riait aux éclats d'une chose que personne d'autre ne trouvait drôle. Mes cousins, fraîchement diplômés, comparaient leurs stages et leurs projets de voyage. Même les bambins qui hurlaient de joie dans la pièce d'à côté semblaient avoir plus d'importance que moi. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule au salon. Elles étaient là. Margot, perchée sur son canapé de velours, un verre de vin rouge en parfait équilibre à la main, les jambes croisées aux chevilles comme une reine veillant sur sa cour. À côté d'elle, ma sœur Vanessa, blonde et perçante comme une lame, faisait défiler son téléphone d'une main tout en sirotant son vin de l'autre. Elles avaient l'air si détendues, si sûres d'elles. Pendant ce temps, je frottais les restes de sauce séchée sur les assiettes, luttant contre le sentiment d'impuissance qui me rongeait. Peu importe mes efforts, je serais toujours considérée comme inférieure. Enfant, je croyais que si je respectais toutes les règles, si je restais polie, gentille, utile, il finirait par me voir, par voir tout ce que j'avais enduré, tous mes sacrifices. Mais là, les mains ridées et le dos douloureux, je compris que certains ne voient que ce qu'ils veulent bien voir. Et à leurs yeux, j'étais un échec, sans ambition. Une bonne dans ma propre famille. La vérité, c'est que ma vie n'avait pas suivi le cours que j'avais imaginé. J'avais des rêves, autrefois, de grands rêves. Je voulais voyager, faire carrière, peut-être même écrire un livre. Mais Caleb est arrivé, et tout a basculé. J'avais 19 ans quand je l'ai eu. Terrifiée, seule. Le père a disparu plus vite que le test de grossesse n'a séché, me laissant affronter la désapprobation glaciale de Margot et les commérages incessants de notre petite ville. Les gens adorent vous rappeler vos erreurs quand ils pensent que vous êtes trop fatigué pour vous défendre. Mais Caleb n'a jamais été une erreur. Il était mon pilier, ma raison d'être, mon miracle. Chaque choix que j'ai fait après ce jour-là, c'était pour lui. J'enchaînais les doubles services dans des restaurants. Je suivais des cours en ligne à minuit. J'ai sacrifié des dîners, des anniversaires et des vacances pour économiser pour son avenir. Et pourtant, 20 ans plus tard, me voilà encore la risée de ceux qui étaient censés m'aimer le plus. Le bruit des couverts qui s'entrechoquent me tira de mes pensées. Je me retournai juste à temps pour voir Vanessa jeter son assiette dans l'évier, éclaboussant mon pull d'eau grasse. Elle ne me regarda même pas. « Oups !» dit-elle avec un sourire doux avant de retourner au salon. Je serrai le bord de l'évier, inspirant profondément par le nez. C'est alors qu'elle le dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle n'est qu'une servante dans sa propre vie. Un rire moqueur parcourut la pièce comme une vague lente qui me submergea. Je me raidis, toujours face à l'évier, espérant, priant pour que quelqu'un prenne la parole, que quelqu'un dise « ce n'est pas juste » ou « ne soyez pas cruel » ou « c'est de la famille ». Mais personne ne dit rien. Et Margot, ma propre mère, se laissa aller dans le canapé avec un petit sourire suffisant et ajouta « son enfant doit ressentir la même chose ». La pauvre. Je clignai des yeux, retenant mes larmes. Pas ici, pas devant eux. La honte m'était familière. Un vieux manteau lourd dont je n'avais jamais réussi à me débarrasser. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement de la tristesse qui me brûlait la poitrine. C'était quelque chose de plus intense, de plus violent. Et juste au moment où ce feu commençait à couver en moi, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Des bottes raclèrent le plancher. Des têtes se tournèrent nonchalamment vers l'entrée. C'était Caleb, 17 ans, qui entrait comme s'il était le maître du monde. Un dossier fin et sérieux sous le bras. Et il ne souriait pas. Quelque chose allait changer. Je le sentais. Et cette fois, je n'allais pas faire semblant que tout allait bien.
Dès que Caleb franchit la porte, l'atmosphère changea. Il n'entra pas en trombe. Il n'éleva pas la voix. Il resta là, le dos droit, calme, d'un calme presque surnaturel. C'est ce qui fit s'arrêter tout le monde. Il n'était pas censé interrompre le spectacle. Pas leur version du spectacle. De toute façon, à leurs yeux, j'étais celle qui peinait à s'en sortir. Une mère célibataire, l'exemple à ne pas suivre pour la famille. Et Caleb. Caleb était censé avoir honte de moi, honte de la vie que j'avais construite à la sueur de mon front, à force de labeur et de nuits blanches. Il n'avait pas compris ce que nous avions bâti ensemble. Il n'avait même jamais essayé. Le regard de Caleb croisa le mien à travers la pièce. Il jeta un coup d'œil au torchon sale que je serrais dans mes mains, à mes manches trempées, aux traces de larmes silencieuses que je n'avais même pas remarquées. Et son expression se durcit. Il déplaça le dossier sous son bras et passa devant les tantes qui bavardaient près de la cheminée, devant le cousin qui piquait des bières dans le frigo, devant Vanessa, qui lui adressa un demi-sourire avant de comprendre qu'il ne plaisantait pas. Il s'approcha de moi et, assez fort pour que toute la pièce l'entende, demanda « Maman, je leur donne le document de l'avocat maintenant. » On aurait pu entendre une mouche voler. Margot baissa lentement son verre de vin. Vanessa cessa de faire défiler son téléphone. Son pouce planait dans le vide. Même l'oncle Frank, d'habitude si bavard, se tut. Je jetai un coup d'œil autour de la pièce. 15 visages me fixaient. Pas Caleb, mais moi, attendant que je me recroqueville, que je bégais, que je balais la question d'un revers de main, que je fasse comme toujours, me faire toute petite pour qu'il se sente à l'aise. Pas cette fois. Je regardais Caleb, mon fils, mon pilier, et j'acquiesçai. Oui, Caleb, dis-je d'une voix assurée. Vas-y. Caleb ouvrit le dossier et en sortit quelques documents soigneusement agrafés. Il s'avança et les tendit. D'abord à Margot, puis à Vanessa. Margot prit les papiers en fronçant les sourcils, les tenant à bout de bras comme s'ils allaient mordre. Vanessa se pencha, la curiosité brûlant plus fort que son ennui habituel. Elles parcoururent la première page du regard, leurs visages se tordant presque à l'unisson. Le regard de Margot se posa de nouveau sur moi, empli de confusion et d'une peur naissante. La bouche de Vanessa s'ouvrit, un petit soupir lui échappant avant qu'elle. La porte claqua. Autour de nous, la famille s'agita nerveusement. Personne ne comprenait encore, mais ils sentaient la fumée. Et ils savaient qu'un incendie allait bientôt ravager leur petite fête paisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Margot, la voix aiguë et tremblante. Je m'essuyai les mains avec la serviette, la laissai tomber sur le comptoir et me tournai vers eux. Pour une fois, je me tins droite. Je ne m'excusai pas. Je ne cherchais pas d'excuses. Je laissai le poids de la vérité s'abattre sur la pièce comme un orage imminent. « Ce sont les papiers de l'avocat, » dis-je simplement, finalisant le transfert de propriété. Margot fronça les sourcils. « Quel transfert de propriété ?» Caleb répondit à ma place, sa voix aussi claire et ferme que je ne l'avais jamais entendue. « La maison, dit-il. Cette maison. Grand-mère a cédé la copropriété à maman il y a des années, quand elle avait des problèmes financiers. Elle n'en a parlé à personne. Maman en possède la moitié maintenant, et quand grand-mère ne sera plus là, ajouta-t-il en haussant légèrement les épaules, le reste lui appartiendra aussi. Suspendue là, lourde et électrique. On aurait presque pu entendre les rouages de leur cerveau grincer. La réalisation les frappait comme un raz-de-marée. Pendant tout ce temps, il m'avait traité comme une bonne dans une maison dont j'étais copropriétaire. Pendant tout ce temps, il s'était moqué de moi, m'avait raillé en mangeant à une table qui, légalement et légitimement, était à moitié la mienne. Un étrange calme m'envahit, comme un courant chaud qui me libérait d'années de noyade. Margot était pâle à présent, serrant les papiers si fort que ses jointures blanchissaient. Vanessa recula d'un pas tremblant, comme si la distance pouvait effacer les mots qu'elle venait d'entendre. Du coin de la pièce, tante Cheryl murmura quelque chose à oncle Frank. Les cousins la fixèrent, les yeux écarquillés, oubliant leurs assiettes. Plus personne ne riait, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme une bonne. Je ne me sentais plus comme une erreur. Je me sentais comme quelqu'un qui avait simplement cessé de demander sa place à table parce qu'elle était déjà la mienne. Caleb me sourit, un sourire discret et entendu. Des mots comme « tu n'as plus à les combattre seul ». Et au fond de moi, je savais qu'il m'avait peut-être ignoré auparavant, mais qu'après aujourd'hui, il ne m'oublierait plus jamais.
Les papiers étaient là, sur les genoux de Margot, lourds et incontestables, comme une pierre jetée dans un étang immobile. Mais au lieu de rides, il n'y eut qu'un silence stupéfait. Je restais là, les mains enfin sèches, la serviette abandonnée derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je ne cherchais pas à arranger les choses, à dissimuler quoi que ce soit, à m'excuser d'exister. J'avais passé tellement de temps à me faire toute petite, à essayer de ne pas être un fardeau, que me tenir droite me paraissait presque étrange, mais c'était aussi agréable. Non, c'était juste. Margot s'éclaircit la gorge d'un coup sec, le son déchirant le silence comme une lame. « Ara » commença-t-elle d'une voix tendue. « Tu ne peux pas penser. » Je ne la laissai pas finir. Je fis un petit pas en avant, non pas agressif, mais ferme. Ce n'était pas juste un pas à travers le salon. C'était un pas à travers des années de honté. Un ton méprisant. Je la regardai droit dans les yeux. Chose que je n'avais pas faite depuis l'adolescence, quand j'avais encore désespérément besoin de son approbation. Je n'étais plus désespérée. Je ne demandais rien. J'affirmais simplement quelque chose. Ce n'est pas une question d'opinion, maman, dis-je calmement. C'est une question de procédure légale et officielle. Quelques membres de la famille échangèrent des regards gênés. Quelqu'un toussa maladroitement. Vanessa croisa les bras, le visage crispé par la colère. « Tu l'as trompée » siffla-t-elle soudain, la voix s'élevant. « Tu l'as manipulée quand elle était vulnérable. » Je haussai un sourcil, gardant mon calme. « Manipulée » répétai-je. « C'est maman qui est venue me voir. Tu te souviens de ces années où elle n'arrivait pas à payer les impôts fonciers? Quand la banque était sur le point de saisir la maison. Elle m'a demandé de l'aide. Et je l'ai aidée. » Je me tournai légèrement, laissant mon regard parcourir la pièce, m'assurant que tout le monde comprenne. Je l'ai aidée à sauver cette maison, celle où vous êtes tous assis en ce moment. Le silence qui suivit n'était plus seulement empreint de stupeur, mais de culpabilité. Margot tressaillit, un mouvement imperceptible, mais je le perçus. Une fissure dans son masque impérieux et parfait. « On est une famille », murmura-t-elle, sans conviction. J'inclinai la tête, l'observant un instant. « Exactement. » dis-je. On est une famille, et une famille ne devrait pas se traiter comme des domestiques. Un silence pesant et douloureux s'installa. Pour la première fois, je le voyais. La façon dont le besoin de contrôle de ma mère avait vidé de leur substance toutes ses relations. La façon dont la cruauté de Vanessa n'était qu'une pâle imitation de la désapprobation de Margot. La façon dont toute la dynamique familiale reposait sur le fait de prétendre que certains d'entre nous étaient meilleurs, plus importants que d'autres. Je ne jouais plus à ce jeu. Et à en juger par l'expression de Caleb, lui non plus. « Maman, » dit Caleb en s'approchant de moi. « Tu m'as toujours dit de travailler dur, de m'affirmer. Eh bien, nous y voilà. » Voilà. Simple et dévastateur. La leçon qu'elle avait prêchée sans jamais l'appliquer, la hantait désormais, prononcée par son propre petit-fils. Les lèvres de Margot se pincèrent en une ligne fine et tremblante. Vanessa se détourna en marmonnant quelque chose. Les jeunes cousins observaient la scène, les yeux écarquillés, réalisant sans doute pour la première fois que les adultes n'étaient pas infaillibles. Je sentais le changement s'opérer. Pas bruyant, pas théâtral, mais indéniable. Les règles tacites de notre famille, celles qui m'avaient maintenue sous leur emprise pendant des décennies, s'effondraient, et je n'allais pas ramasser les morceaux. Je laissais l'instant s'étirer, forçant chacun à supporter son malaise, comme on m'avait contrainte à supporter le mien pendant des années. Finalement, je repris la parole, d'une voix basse mais tranchante comme une lame. Désormais, si vous voulez que je sois là, si vous voulez que Caleb soit là, vous nous traiterez avec respect, comme des membres de la famille, et non comme des domestiques, ni comme des erreurs. Et si vous n'y arrivez pas? Je haussai légèrement les épaules, comme si cette décision n'avait plus aucune importance pour moi. Nous ne reviendrons pas. Un murmure de surprise parcourut la pièce. Non pas parce que c'était une menace, mais parce qu'ils savaient que j'étais sérieuse. J'étais toujours restée, j'avais toujours gardé le silence, j'avais toujours réparé leurs erreurs, au sens propre comme au figuré. Plus maintenant. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration. J'en avais fini de demander de l'espace. Je le prenais. Derrière moi, Caleb se rapprocha, un geste silencieux de solidarité. Je sentis sa présence comme un bouclier dans mon dos.
Et pour la première fois de ma vie, je réalisais que je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais été. Il fallait juste que j'y croie enfin. Il y a des moments dans la vie qui sont si vifs, si limpides, vous savez, même au moment où ils se produisent, que vous vous souviendrez de chaque détail à jamais. C'était l'un d'eux. J'étais là, Caleb à mes côtés, à regarder ma famille se débattre avec la vérité qu'ils avaient si soigneusement ignorée pendant des années. La vérité que je n'étais pas le fardeau qu'ils pensaient. La vérité que je n'étais pas impuissante. La vérité que ils avaient tenu le coup plus longtemps qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et maintenant, c'était indéniable. Margot baissa de nouveau les yeux sur les papiers, comme si elle pouvait changer les mots par sa seule volonté. Vanessa me fixait d'un regard indéfinissable. Un mélange d'incrédulité et de peur. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Il doit y avoir une erreur, finit par dire Margot, la voix fragile, presque brisée. Impossible. Caleb ne la laissa pas finir. Ce n'est pas une erreur, dit-il d'une voix calme et froide. Les documents sont enregistrés auprès du comté. L'avocat a tout revérifié avant Thanksgiving, au cas où vous tenteriez de contester. On aurait dit que l'air se retirait de la pièce. Les yeux de tante Cheryl s'écarquillèrent. Oncle Frank marmonna quelque chose et prit une grande gorgée de sa bière. Même les adolescents cessèrent de faire semblant d'être rivés à leur téléphone et nous dévisagèrent. Le visage de Margot se crispa, un mélange de colère, de gêne et de quelque chose qu'elle n'avouerait jamais. La peur. Pour une fois, elle n'avait pas de plan de secours. Pas de remarques cinglantes, pas de leçons acerbes. Elle avait perdu le contrôle. Tu ne nous l'as pas dit parce que tu savais qu'on n'accepterait jamais, lança Vanessa, la voix montant à chaque mot. Tu as dupé tout le monde. J'inclinai légèrement la tête, presque amusée. Non, dis-je doucement. J'ai juste arrêté de demander la permission. Il y avait une différence, une grande différence, et il commençait enfin à la comprendre. J'avançai lentement de quelques pas, laissant mes talons claquer sur le parquet, laissant ce bruit combler le silence qui, autrefois, m'étouffait. Je m'arrêtai devant la table basse, pièce maîtresse du salon parfaitement agencé de Margot. Doucement, presque nonchalamment, je déposai sur la table la dernière page du dossier de Caleb, une copie de l'acte de propriété mis à jour, en noir et blanc. Plus d'arguments, plus de failles à exploiter, mon nom imprimé clairement à côté de celui de Margot, et la clause que Caleb avait veillé à ce que l'avocat l'inclût. Au décès de Margot, la pleine propriété est transférée. Immédiatement à Alara Jensen. Sans discussion, sans délai. C'était fait, gravé dans le marbre, irrévocable. Je me suis retourné vers la pièce et j'ai pris une profonde inspiration. Aucun tremblement, aucune peur. Tu m'as traité de servante, ai-je dit d'une voix basse, mais qui résonnait dans toute la pièce. Tu t'es moqué de moi comme si je n'étais rien. Tu as appris à tes enfants et petits-enfants à me traiter comme un bruit de fond, comme du papier peint. J'ai regardé Margot droit dans les yeux, qui fixait maintenant le sol. Mais voilà, ai-je dit d'un ton tranchant. La servante dont tu t'es moquée. C'est elle la propriétaire de la maison où tu es assise. Le visage de Vanessa s'empourpra. Les épaules de Margot s'affaissèrent légèrement, la combativité l'abandonnant. La victoire n'avait pas le goût de la vengeance. Elle avait le goût de la liberté. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé de jouer selon leurs règles. Je jetai un coup d'œil à Caleb, qui me fit un signe de tête, la fierté brillant dans ses yeux. Pour tout ce que j'avais sacrifié, pour chaque nuit de solitude, pour chaque instant de doute, cela en valait la peine. Pas la maison, pas l'héritage, mais le fait que Caleb me voie, me respecte, m'aime, et qu'il n'ait pas peur de se tenir à mes côtés et de le dire haut et fort, peu importe qui écoutait. La pièce resta figée pendant quelques longues et pesantes secondes. Personne ne bougea, personne ne parla. Finalement, Margot se leva lentement, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. « On devrait manger », dit-elle d'une voix creuse, fragile. La nourriture refroidissait, comme si de rien n'était, comme si les fondations de son petit empire ne venaient pas de s'effondrer. Peu importait, car quelque chose avait changé à jamais. Je n'étais plus la même femme qu'une heure auparavant. Je n'étais plus la bonne, ni l'erreur, ni la victime de la charité. J'étais Lara Jensen, propriétaire, mère, guerrière. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus insignifiante. Je me sentais invincible. Après la confrontation,
Le reste de Thanksgiving s'est déroulé dans un silence étrange et pesant. Plus personne ne plaisantait. Personne ne m'a renvoyé en cuisine. En fait, pour la première fois de mémoire d'homme, personne ne m'a rien demandé. C'était presque drôle, d'une façon amère. Pendant toutes ces années, je m'étais démenée pour cette famille. Et il avait suffi d'une simple feuille de papier, d'une vérité indéniable, pour qu'il me traite enfin comme si j'avais de l'importance. La nourriture refroidissait sur le buffet. On picorait distraitement dans son assiette. Les conversations étaient guindées et ponctuées de sourires forcés. L'esprit festif avait disparu, évacué comme l'eau sale qui s'écoule dans un évier. Je ne me suis pas empressée de combler le silence. Je ne me suis pas excusée. Je me suis assise à la table en face de Caleb et j'ai mangé en silence. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti ni honte, ni culpabilité, juste la paix. Les jours suivants, les répercussions ont continué de se faire sentir. Certains membres de la famille, comme tante Cheryl et oncle Frank, ont tenté de me contacter avec des excuses maladroites et hésitantes. Des messages qui sonnaient plus comme des obligations que comme de véritables remords. On ne savait pas, si on avait su, on t'aurait traité différemment, comme si la propriété était une condition préalable au respect. Je n'ai pas répondu à tous. Il y a des ponts qu'il ne vaut pas la peine de reconstruire. Vanessa est restée silencieuse un moment. Pas de SMS, pas d'appel. Quand elle a finalement écrit, c'était bref et acerbe. Félicitations. J'espère que tu es heureuse. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère. Plus maintenant. Mais parce que j'en avais assez d'expliquer ma valeur à des gens qui refusaient de la voir. Et Margot, eh bien, Margot a fait comme toujours. Elle a fait comme si de rien n'était. Quand je suis passée pour régler le problème. Une semaine plus tard, après avoir rempli des papiers ensemble, elle a parlé de la pluie et du beau temps, du prix de la dinde, du chien du voisin, de tout sauf de l'éléphant qui se dressait toujours entre nous. Mais son regard avait changé. Il y avait une lueur nouvelle dans ses yeux quand elle me parlait. Pas de l'amour, peut-être même pas un véritable respect, mais de la reconnaissance. Elle ne pouvait plus m'ignorer. Elle ne pouvait plus réécrire mon histoire pour la conforter. J'étais sortie du rôle qu'elle m'avait assigné, et aucun déni ne pouvait me faire y revenir. Le vrai changement, cependant, ne venait pas d'eux. Il était en moi. Pendant si longtemps. Je pensais avoir besoin de leur approbation. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je restais assez gentille, si je portais suffisamment leur fardeau, un jour ils se retourneraient et diraient « On te voit ». Nous sommes fiers. Mais ce moment n'est jamais venu. Et maintenant, de l'autre côté de la barrière, je réalise que je n'en avais pas besoin. J'avais ma propre fierté, ma propre paix, et surtout, j'avais Caleb, mon fils magnifique, têtu et brillant, qui voyait ma valeur mieux que quiconque. Ce soir-là, après que la tension de Thanksgiving se soit enfin dissipée dans le silence, et que nous soyons rentrés à la maison, Caleb a frappé à la porte de ma chambre. « Salut maman », a-t-il dit en entrant maladroitement, remuant les pieds comme s'il était encore ce petit garçon demandant la permission de rester éveillé 5 minutes de plus. « Oui, mon chéri. » J'ai souri, sentant déjà une boule dans ma gorge. Il s'est assis sur le bord du lit, tordant le bas de son sweatshirt entre ses mains. « Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à faire quelque chose, » a-t-il dit d'une voix basse. « J'aurais dû te défendre plus tôt. » Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai tendu la main et j'ai caressé sa joue, mon pouce effleurant la ligne de sa mâchoire forte. « Tu t'es levé au bon moment, » lui ai-je dit. « Tu m'as rappelé qui je suis. » Il a souri alors. Un vrai grand sourire de Caleb, et il s'est appuyé contre ma main comme il le faisait quand il était petit. Et j'ai compris autre chose. C'était ça, mon héritage. Pas une maison, pas un titre. C'était ce lien silencieux et indéfectible qui nous unissait. La leçon que je lui avais enseignée. Non pas par des mots, mais par l'exemple. Cette valeur ne se donne pas aux autres. Elle se construit. J'ai enfoui cette vérité au plus profond de mon cœur, la laissant guérir les blessures qui me faisaient souffrir depuis des années. La prochaine fois que je me présenterais à une réunion de famille, si je le décidais, je ne serais pas en train de faire la vaisselle sous leur rire. Je me tiendrais droite, fière, libre. Parce que parfois, la plus grande vengeance n'est ni bruyante ni cruelle. Parfois, la plus grande vengeance, c'est simplement survivre, s'épanouir et refuser de disparaître. Et c'est exactement ce que je compte faire. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Si cette vidéo vous a touché si elle vous a fait ressentir quelque chose, même un tout petit peu, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à davantage de personnes d'entendre des histoires comme la mienne. Et si vous vous êtes déjà senti ignoré sous-estimé ou si vous avez eu l'impression de devoir vous battre pour être vu j'aimerais aussi entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partagez-la avec lui elle. On ne sait jamais, votre partage pourrait être ce qui remontera le moral de quelqu'un au moment où il en a le plus besoin. Merci d'être là. Merci de croire aux histoires qui comptent. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Musique, musique.